Salut les geekos, alors qu'est-ce qui définit un bon champ? Avant que je vous mette le reportage sur les champs ou les shoot 'em up, alors pour moi, il faut qu'il y ait des méga explosions. Le vaisseau qu'on dirige ou le personnage, il faut qu'il esquive des projectiles qui lui sont envoyés, tout en respectant un ordre précis, c'est-à-dire il faut rejouer, apprendre par cœur les niveaux si on veut vraiment exceller dans ce type de jeu. Parce que une fois qu'on a compris le système des projectiles, comment ils viennent sur le vaisseau, on se trace un chemin et c'est comme un orchestre de musique. Une fois que c'est du par cœur et qu'on a appris, ça va tout seul. Avant de vous mettre le reportage, je vais vous faire aussi quelques let's play de environ entre 4 et 5 minutes. Je vais vous présenter des shoot 'em up verticales, horizontales, en 2D, en 3D. Je vais vous faire une petite sélection des champs que j'aime bien sur différentes plateformes: PlayStation 2, PlayStation, NES, Mega Drive, Neo Geo et pourquoi pas sur PC aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que dites-moi dans les commentaires vos champs que vous aimez le plus, qui vous ont marqué. Ça peut être des champs rétro, des récents, mais c'est vrai que maintenant c'est un style de jeu qui est un peu oublié, où l'âge d'or a commencé dans les années 80 jusqu'en 2000. Il y en avait beaucoup en arcade, après c'était converti sur les différents supports, mais c'est vrai que l'âge d'or des champs ou des shoot 'em up, c'était dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Mais ça reste quand même une catégorie de jeu qui reste une valeur sûre, et c'est un peu un style de jeu de niche. Voilà. Allez, bon reportage et bon let's play. Allez, c'est parti pour le petit let's play sur Life Force, le nom américain. Let's go. Voilà, en prenant les genres d'étoiles de mer avec la boule d'énergie au milieu, on a différents bonus. Passer par en haut. Je sais pas comment on peut passer ce passage là.
chaud pour arriver jusqu'au boss. On va rester comme ça pour détruire la matière organique pour se frayer un chemin. Ouh, j'ai réussi. 30 secondes, est-ce que j'arrive au boss ou pas? Suspense. Ouais, j'arrive au boss. On va se rajouter 1 minute supplémentaire pour le boss. Dans l'œil. Allez, on va s'en rajouter encore 1 minute. Voilà. Boss vaincu. Allez, on va faire 20 secondes qui restent. J'espère que ça vous aura plu. J'arrête là. On va passer au deuxième let's play. Passons au deuxième extrait. C'est Gradius 5 sorti en 2004 sur PlayStation 2. C'est un jeu fait par Konami. C'est dans la saga Gradius. Et Light Force, c'est le nom américain, mais Gradius, c'est exactement la même saga. Et le nom en japonais, c'est Salamandar. Et petite rectification, le chrono
j'avais dit entre 3 et 4 minutes, mais je l'ai passé à 5. Ça sera plus simple pour arriver jusqu'au boss. Allez, sans plus attendre, nous allons passer au petit extrait. Select weapon array. Nous allons prendre le type 1. Type 1.
va rajouter 1 minute. Ah mec, ça m'était fatal. Voilà, boss vaincu. J'espère que cet extrait vous aura plu. Nous allons passer à l'extrait numéro 3. Alors pour le troisième extrait, je vous ai mis Espelunca. C'est un jeu sorti sur Cave. Alors c'est la version PS2. C'est un shoot vertical. Et Cave est un spécialiste des maniaques shooters. Allez, let's go pour 5 minutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Ok, on va prendre. Ah, ça pète dans tous les sens, la musique est entraînante, c'est top.
Voilà, ça, il y a de la belle explosion. Il y a beaucoup de boulettes à l'écran. C'est vraiment top. Voilà pour l'extrait numéro 3. Voilà pour le 4e extrait, c'est l'As Ressort, un jeu Neo Geo sorti en 92. Là c'est la version japonaise que j'ai pris. Voilà, et c'est un shoot en 2D et horizontal. Il est magnifique ce shoot. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Allez, c'est parti.
module, ça fait penser à R-Type. Ah, dommage, dommage. Ah, dommage, dommage. Il est pas évident celui-là, hein. Ça demande de l'entraînement et des bons réflexes. Ah non. Bon, de toute façon, il reste 5 secondes. Je vais arrêter là. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, ouais. Alors. Darius, c'est une saga qui est vraiment top. C'est un jeu en 2D avec qui mélange de la 3D et c'est un shoot horizontal, mais c'est une grande saga où on peut choisir différents chemins quand on tue un boss. Allez, place à la game. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
c'est la méga bombe. Aïe, je me suis pris au plafond. C'est un premier boss. Voilà, premier boss vaincu. Voilà, je vais prendre le chemin C. La bombe. Allez, deuxième boss. Ah, il me reste 10 secondes. Le Escadron, ce sera le dernier de l'extrait. Là, c'est la version Super Nintendo, mais les sorties sont pleines de plateformes. Moi, à l'époque, je l'avais sur l'Amstrad CPC édition 28. Réglage. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
reste que quelques secondes. Ouais, j'espère que ces streams nous auront plu. Et maintenant, place au reportage sur les champions. Un reportage très intéressant fait par Alex Pilote. Je vous le conseille de regarder. En France, l'usage veut que l'on dise shoot 'em up, voire shmup, ou encore shooter. Au Japon, on dirait plutôt shooting game ou STG. Tout ça, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on a appelé le genre premier du vidéo game, celui qui est arrivé avant tous les autres, celui qui par son impact et sa longévité a été très longtemps le symbole du jeu vidéo tout entier. Il est temps de se souvenir comment tout a commencé. Oui, vous le savez, le shooting game est né au Japon. En pleine folie Star Wars, le Japon découvre Space Invaders. Le concept est simple mais totalement novateur. Tirer sur une armée d'aliens avant qu'ils n'atteignent le sol. Les limitations techniques sont sévères, le vaisseau ne peut tirer qu'un laser à la fois. Mais on trouve déjà tout le fun du shooting, viser, tirer et esquiver. Si je me souviens bien, Space Invaders est sorti en arcade en 1978. Mais à sa sortie, il n'a pas eu tant de succès que ça. C'est seulement 1 ou 2 ans plus tard qu'on a vécu le boom Space Invaders. À ce moment-là, on a vu apparaître partout dans le Japon ce qu'on appelait des Invader House. Maintenant, on appellerait ça un Game Center. Mais à l'époque, ces salles de jeu étaient remplies uniquement de bornes Space Invaders. Il y avait des bornes Space Invaders dans les endroits que fréquentaient les enfants. Il y en avait aussi là où venaient s'amuser les adultes. Il y en avait dans les bowling, il y en avait dans les stations de ski. Où que l'on aille, quel que soit l'endroit, on pouvait trouver des bornes. Moi, j'étais encore enfant à cette époque, et je n'avais pas souvent une pièce de 100 yens pour pouvoir y jouer. Mais je pouvais regarder des gens jouer sans me lasser pendant une demi-heure, ou 1 heure parfois. Et partout dans le Japon, même dans les salons de thé, on pouvait trouver des bornes cocktail, comme celle-ci avec Space Invaders. On voyait des hommes d'affaires qui s'installaient avec une pile de pièces comme ça sur la table et qui jouaient pendant des heures à dégommer des extraterrestres avec leurs petits vaisseaux. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est du jamais vu. Space Invaders est un succès mondial. Remarquable performance pour un jeu bricolé en 3 mois par un programmeur de génie. Alors en fait, en ce qui concerne la programmation et le concept, les personnages, les graphismes, la production et la conception du hard, c'est moi qui m'en suis occupé entièrement seul. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un jeu soit fabriqué de A à Z par une seule personne. Voilà ce qui m'a servi de base. Ce sont mes croquis de l'époque. J'ai dessiné des aliens un peu comme des poulpes ou des calamars. Je voulais leur donner un aspect un peu aquatique. La mode est lancée. Le succès est tellement retentissant que tout le monde s'essaye au genre. L'année suivante, Namco lance Galaxian, puis Galaga en 1981. Les graphismes s'améliorent, le concept s'étoffe, mais il faudra encore attendre 2 ans avant la prochaine étape. En 1982, la révolution s'appelle Xevious. Ce shooting game est une splendide intro à ce que nous réservent les années 80. Xevious était le premier shooting à scrolling vertical. On pouvait voir dans le décor beaucoup d'éléments à la surface du sol. Ça donnait le sentiment de découvrir un monde beaucoup plus vaste. Jusqu'alors, dans les jeux vidéo, on ne voyait que des couleurs très vives, comme du rouge ou du bleu. Mais là, il y avait une forêt verte par-dessus laquelle volait un vaisseau argenté. Ça donnait une image réaliste et pleine de charme. Et en y jouant, on rentrait dedans au point d'imaginer l'histoire. C'était très impressionnant. Et en plus, il y avait une seconde arme pour frapper les ennemis, qui était sur la terre ferme. Ça enrichissait beaucoup le gameplay de pouvoir tirer séparément sur les appareils en vol et sur les appareils au sol.
Nous sommes encore dans la première moitié des années 80. L'arcade est en plein essor et c'est là que les jeux sont les plus beaux. Chaque nouvelle sortie est accompagnée de son lot d'avancées technologiques. Jouer en arcade est une expérience forte et chaque nouvelle partie est une découverte. Dans les années 80, quand on parlait jeux vidéo, on parlait shooting game. Ça coulait de source. C'était le genre le plus populaire à l'époque. Un petit peu comme les RPG actuellement. Même si la production devient de plus en plus importante, certains shootings vont se révéler décisifs dans l'évolution du genre. Et quand on demande à des joueurs japonais les titres qui les ont marqués dans les années 80, les réponses sont toujours les mêmes. Les jeux auxquels j'ai le plus joué en arcade, c'est d'abord Gradius, et un peu plus tard, R-Type. Sans hésiter, Gradius et R-Type. et puis R-Type, développé par IRM. C'est la première fois qu'on voyait des boss aussi gros. Ça attirait l'œil tout de suite quand on voit un truc énorme qui bouge et qui explose. Waouh, on ne parlait que de ça. Tommy travaille dans le milieu du jeu vidéo. Il est chef programmeur et sa passion, c'est le shoot 'em up. C'est un passionné de la première heure qui en connaît un sacré rayon sur le sujet. Et il espère avoir un jour l'opportunité de travailler professionnellement sur un shooting, ce qu'il n'a encore jamais fait jusqu'à présent. Alors, par où est-ce que je dois commencer? Tanaka a un profil très similaire. Il travaille au planning dans une boîte de développement. Quant à Rolling Uchizawa, c'est l'un des piliers du magazine hebdo Famitsu. Il est au courant de toute l'actu, mais reste toujours branché sur le rétro gaming. Gradius avait quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce qui avait été fait avant. On peut récupérer des bonus en tuant les ennemis et s'en servir pour customiser et augmenter la puissance de son vaisseau. C'était vraiment super de pouvoir donner des power-up au vaisseau et de le voir devenir de plus en plus puissant. J'ai discuté un peu avec le staff qui a fabriqué le tout premier Gradius. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils ont fait beaucoup d'essais avant de fixer le design du vaisseau. Ils ont fait au moins 100 versions différentes. Et parmi tout ça, il y avait un vaisseau qui laissait une traînée lumineuse derrière lui pendant ses déplacements. Et c'est en faisant évoluer ce concept qu'est né le système des options. Déjà, les shootings à scrolling horizontal étaient vraiment rares à cette époque. Mais Gradius doit aussi son succès au design des niveaux. Jusqu'alors, les niveaux dans les shootings étaient tous les mêmes. La seule différence, lorsqu'on changeait de niveau, c'était la difficulté qui augmentait. Mais dans Gradius, chaque niveau est complètement différent visuellement. Rétrospectivement, on peut dire que Gradius a complètement transformé le shooting. D'un coup, ce genre relativement simple est devenu bien plus complexe. De son côté, R-Type arborait un style très proche du film Alien, en reprenant des éléments de design créés par Giger. Les grosses nouveautés de R-Type, c'était la possibilité de charger son énergie pour balancer un tir puissant, et surtout de gérer le force, cette boule qui protège des tirs ennemis. La seconde moitié des années 80 et le début des années 90 sera un festival de shooting, un feu d'artifice de sprite et de scrolling parallaxe. Les titres cultes s'enchaînent les uns après les autres comme Darius, Silkworm ou encore les suites de Gradius et de R-Type. Les graphismes s'améliorent, le son également, mais désormais, le système n'évolue plus réellement. À part quelques petits changements de ci, de là, tous les shootings commencent à se ressembler, ce qui n'empêche pas les joueurs de répondre présent. Les jeux se ressemblent, oui, mais la qualité augmente. Pendant ce temps, les consoles gagnent du terrain. Avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus, la NES est devenue un succès.
Ça s'appelait le caravan shooting. Partout dans le Japon étaient organisés des tournois. Ça commençait par les éliminatoires et ça finissait en finale nationale. Les enfants se réunissaient autour de la console et passaient leur temps à essayer de monter leur score. Tout le monde voulait se mesurer aux autres et faire un maximum de points dans un temps limité à 2 ou 5 minutes. Chaque année, Hudson sortait une suite à sa série avec ce fameux mode caravane. C'était vraiment un énorme succès. Début des années 90. Entre l'arrivée de la Neo Geo et les dernières avancées de l'arcade, le shooting à l'ancienne atteint son sommet. Les titres s'enchaînent à grande vitesse et sont plus beaux les uns que les autres. Mais au milieu des années 90, paf, c'est la cata. Le shooting perd la cote. Les joueurs en auraient-ils marre? Oui, c'est exact. Il faut dire que Dragon Quest est passé par là. Avec les RPG, plus besoin d'avoir de bons réflexes. N'importe qui est capable de finir le jeu. Alors que parallèlement, les shooting games deviennent de plus en plus difficiles. Et très peu de gens sont capables d'en voir le bout. Les joueurs les plus doués sont demandeurs de shooting de plus en plus difficiles. Des jeux avec des projectiles partout à l'écran, le joueur ne sait même plus où il doit regarder. Finalement, on est arrivé dans une situation où le shooting game est devenu un genre uniquement réservé aux core gamers. Au Japon, on appelle ça des danmaku shooting, ce qui signifie rideau de balle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le joueur doit esquiver constamment une volée de projectiles qui remplissent tout l'écran. En France, on appelle ça les manic shooters, même si cette appellation englobe plus généralement tous les shootings à tendance hystérique. Dodonpachi de Cave est souvent cité comme le fondateur du genre, mais les connaisseurs lui trouvent tout de même des antécédents. Alors, le premier du genre, c'était... C'était quoi déjà? Attendez, je l'adorais ce jeu. Bon, ça va me revenir. Ah, ça y est, je me souviens. C'était Battle Garegga, oui, le tout premier. C'était un jeu avec énormément de projectiles à l'écran. C'était vraiment tentant. Un vrai challenge pour l'amateur. Nous aussi, on était vraiment tentés de développer un danmaku avec plein de balles à l'écran. Mais on était très inquiets de l'accueil du public. Alors, on a laissé tomber l'idée. Mais quand on a vu que Garegga était un succès, on s'est dit... Il n'y a pas de raison. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça. Le résultat, c'est donc le fameux Dodonpachi, un des plus gros succès de Cave. Je vais vous dire pourquoi c'était génial. En fait, quand vous voyez autant de projectiles, vous vous dites « c'est un jeu difficile, n'est-ce pas ?» Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Moi aussi, je pensais que c'était trop dur pour moi. Je ne pensais même pas tenir 10 secondes. Mais j'ai quand même essayé. Et là, j'ai réussi à jouer assez longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projectiles, mais ils sont relativement lents, ce qui permet d'esquiver si on est suffisamment concentré. Et puis il y a aussi le masque de collision, qui est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en voyant le vaisseau. Le masque de collision, c'est la partie du vaisseau qui est vulnérable en cas de contact avec les projectiles ennemis. Cela veut dire que même si une balle touche le vaisseau, il ne se passera rien pour peu que le masque de collision soit suffisamment serré. Dans certains shootings, les projectiles ennemis ont aussi un masque de collision réduit, ce qui permet de passer là où il n'y a visiblement aucune chance. Et c'est surtout ça, la grosse nouveauté gameplay des danmaku. Avant, dans un shooting, le masque de collision correspondait à peu près à la taille visible du vaisseau à l'écran. Le résultat, c'est qu'à l'écran, on a l'air meilleur que ce qu'on est réellement. Et c'est kiffant de se dire que malgré la déferlante de projectiles, malgré l'enfer qui se déchaîne autour de nous, on arrive à survivre et à se battre. Voilà, c'est ça le plaisir de jouer à Dodonpachi. Dodonpachi est donc né dans les studios de développement de Cave, un éditeur qui s'est spécialisé exclusivement dans la production de danmaku shooting. Cave est une entreprise aux multiples activités. Outre les jeux d'arcade, ils produisent des jeux pour mobile et même des bijoux et des accessoires de mode. Alors, tout au fond, là, vous voyez les bornes alignées, c'est le département qui développe sur arcade. Les moniteurs sont posés sur le côté pour pouvoir tester les jeux en développement, comme ici, avec Ibara. On cherchait comment faire pour garder notre game system et pour augmenter le plaisir d'esquiver les balles, en changeant uniquement notre façon de montrer les choses. On a trouvé ça un peu par hasard. C'était si simple. En réduisant le masque de collision, le vaisseau se faisait toucher moins facilement.
Et c'est comme ça qu'a commencé le règne de Cave sur le monde des Danmaku. Chaque jeu qui suivra apportera finalement peu d'évolution, mais proposera toujours un challenge renouvelé. Le changement le plus radical se trouve être du côté visuel. Chaque titre ne ressemble à aucun autre et propose une identité graphique très caractéristique. On remarque une constante, Cave développe uniquement des Danmaku à scrolling vertical, à une exception près. On a essayé le scrolling horizontal pour la première fois avec Progear no Arashi. Mais ça ne fait pas le poids face à un bon vertical. En vertical, tout est clair. On voit d'un seul coup si on va se faire toucher ou non. Mais en horizontal, impossible de bien se rendre compte si on est sur la trajectoire d'une balle. Mushihime-sama, leur avant-dernière production avant Ibara, avait un petit quelque chose de plus, le choix du mode de difficulté, original, maniaque ou ultra. Ce dernier est déjà légendaire, tant il repousse les limites atteintes jusqu'à présent. Cette fois, on a changé de hardware pour fabriquer la carte qui contient le jeu. Ça nous a permis de faire apparaître encore plus de projectiles. On a profité du mode ultra pour voir jusqu'où on pourrait aller et franchement, on s'est bien lâché. Au niveau des capacités, on pouvait encore en rajouter un peu, mais bon, l'être humain a des limites quand même. On a designé le mode ultra à la toute fin du développement. On était déjà tous épuisés à ce moment-là. Et fabriquer tous les patterns de ce mode a failli nous rendre complètement fous. On ne se dit pas à l'avance, tiens, il faut que les tirs se déplacent comme ça. On tente des trucs et on voit ce que ça donne. Ça se passe souvent comme ça. Pour moi, les patterns de balles, c'est comme une énigme à résoudre. Quand un Danmaku est bien fait, il y a toujours moyen de s'en sortir. Par exemple, à tel moment, si on se déplace à tel endroit, ça change l'angle des tirs ennemis et hop, on peut passer comme ça. Il faut vraiment réfléchir pour trouver comment s'en sortir. Ah, une petite seconde. Allô? Ok, super, on t'attend. Ok. Parmi les connaissances de Tommy, un certain SWY, super player, spécialiste du Danmaku, connu et reconnu. Sa réputation est même parvenue jusqu'aux oreilles de Cave. Il vient pour faire une petite démo de Ketsui sur la borne perso de Tommy, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de répondre à l'interview simultanément. À la base, moi j'aime jouer au point. Je suis donc ce qu'on appelle un scoreur. Bien sûr, si je tombe sur un jeu qui est déjà très dur à terminer, je vais commencer par essayer simplement de le finir en un crédit, sans m'occuper du score. C'est clair, il faut d'abord être capable de terminer un jeu avant de le jouer au score. Quand j'ai commencé à jouer à Dodonpachi, je voyais souvent un joueur qui était bien plus fort que moi. J'ai eu envie de le battre à tout prix, c'était une vraie obsession. Seul Dodonpachi m'a donné ce sentiment. On croit qu'on s'en sortira jamais, mais finalement, à force d'essayer, on finit par y arriver. C'est en continuant à m'accrocher, sans jamais abandonner, que j'ai pu améliorer ma technique à ce moment-là. Je me sentais vraiment progresser. Et pendant que le Danmaku séduit les core gamers en arcade, le grand public se laisse conquérir par les consoles 32 bits que sont la PlayStation ou la Sega Saturn. C'est l'arrivée de la 3D dans le shooting, un apport purement visuel, car dans la grande majorité des cas, le gameplay ne change pas par rapport à ce qu'on voyait en 2D. Même si les shootings se raréfient un peu, on peut encore trouver d'excellents jeux comme par exemple le fameux R-Type Delta, qui est un des meilleurs épisodes de la série. Mais c'est sur Sega Saturn que sortira en 1998 le shooting légendaire, celui que tout fan rêve de posséder un jour. Radiant Silver Gun, c'est l'extase, tout simplement. Un jeu touché par la grâce qui marie une réalisation incroyable à un gameplay et un level design diabolique. Certains disent de ce jeu qu'il comporte une idée toutes les 10 secondes et ce n'est même pas exagéré. Le studio Treasure a vraiment tout pigé au shooting. Ça marche super bien. Et le système est extrêmement complexe. Le jeu est d'une profondeur incroyable. Et puis les musiques sont géniales. Radiant Silver Gun, c'est 3 armes différentes que l'on peut combiner entre elles pour en faire encore 3 autres. C'est aussi la Radiant Sword qui permet de contrer les balles ennemies. C'est enfin une foule de détails pour scorer, comme le Scratch qui attribue des points lorsque l'on frôle un tir ennemi. Et en plus, dans ce jeu, il n'y avait pas de power-up à ramasser. Mais par contre, mieux on joue, plus les armes gagnent de l'expérience et plus le vaisseau devient puissant au final.
Finalement, Radiant Silvergun est plus qu'un shooting. Quelque part, c'est aussi à la fois un puzzle game et un RPG. Il se distingue aussi par un système de chain qui incite à détruire plusieurs ennemis de la même couleur à la suite en épargnant les autres. Et enfin, c'est le premier shooting à proposer un scénario aussi développé et aussi présent. Finalement, son seul défaut, c'est sa cote. Il est devenu tellement recherché qu'on le trouve rarement à moins de 180 €. Il n'a pas été produit à beaucoup d'exemplaires. Et quelques temps après sa sortie, les gens ont commencé à réaliser que Radiant Silvergun était un jeu vraiment génial. Les fans de shooting game, évidemment. Mais aussi les joueurs normaux ont cherché à se le procurer. Mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et c'est pour ça que le prix n'arrête pas d'augmenter. Lorsque Treasure remet ça en sortant Ikaruga sur Dreamcast en 2002, la machine de Sega est déjà morte et enterrée. Ça n'empêche pas le jeu de se vendre très bien, surtout auprès des fans qui craignaient que le prix ne se mette à grimper. Encore une fois, Treasure fait très fort avec un concept simple mais super efficace. Le vaisseau peut passer à volonté du noir au blanc et n'est vulnérable qu'aux projectiles de la couleur opposée. Et en 2004, c'est Konami lui-même qui va frapper à la porte de Treasure pour réaliser le 5e épisode de Gradius qui s'imposera direct comme le meilleur shooting de la PS2. Au départ, Treasure est une entreprise créée par des anciens de chez Konami. Nous, on voulait travailler avec quelqu'un qui ait du savoir-faire dans le domaine du shooting moderne. Nous voulions aussi d'un partenaire qui puisse bien saisir l'esprit Konami. Puisqu'il fallait absolument faire cette production en extérieur, Treasure était le meilleur choix. Une autre particularité de la culture shooting au Japon, c'est la stupéfiante vivacité de la scène amateur. Ici, on appelle ça des dodging games et ça se vend de la main à la main 10 € pièce environ. On trouve un peu de tout, du très classique au très original, comme ce shooting Super Space où on enchaîne uniquement des boss. Bien sûr, Tommy ne pouvait pas s'empêcher de réaliser son propre shooting amateur. Il l'a programmé pour le faire tourner sur GBA et bien évidemment, c'est un Danmaku. Là, je fais un shooting comme ça, juste pour voir si j'arrive à faire des patterns de balles fun à éviter. En fait, je fais surtout ça pour moi. Finalement, le concept, c'est de voir s'il est possible de faire un Danmaku sur une console portable. Il existe un jeu sur Sega Saturn qui s'appelle Desaemon et qui permet de créer son propre shooting. On peut construire son vaisseau, on peut dessiner les ennemis, ses propres tirs, les tirs ennemis, les décors, tout est faisable à la main. Il est même possible de composer les musiques du jeu. Il faut aussi concevoir les trajectoires et les attaques des ennemis. Moi, j'ai mis à peu près 4 mois pour faire mon propre shooting avec ce soft. Je le garderai toute ma vie comme un trésor. Pendant ce temps, loin du centre de Tokyo, au fin fond de la banlieue, un studio de développement s'est installé. Fondé en 2000 par des anciens de chez Taito, Grefg est une société où respire la passion du shooting et l'amour du travail bien fait. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Treasure leur a confié une partie du travail sur Ikaruga et Gradius 5. Ici, les gens se font plaisir. Pas besoin de suivre la mode, il y a tellement d'autres choses à faire. Plutôt que de marcher sur les plates-bandes de Cave et faire du Danmaku, on préfère suivre notre propre chemin. Et puis ça vaut mieux pour le monde du shooting. Hiroyuki Maruyama n'est pas un débutant. Il a passé de longues années chez Taito en tant que programmeur. C'est le jeu Metal Black qui lui révèle sa vocation et qui le pousse à se lancer dans cette carrière. C'était la toute première fois que je me suis demandé comment le créateur s'y était pris pour fabriquer le jeu au niveau de sa structure. Et à mon entrée à Taito, le premier shooting sur lequel j'ai travaillé, c'était celui-là, J-Darius. Et puis Taito a soudain décidé d'arrêter de faire de l'arcade. J'ai donc donné ma démission. Mais il y avait d'autres employés du même avis que moi. Ils ont également quitté Taito et nous avons créé Grefg tous ensemble. Premier shooting, premier carton pour Grefg. Border Down est à la fois beau, bien balancé et original dans son système de jeu. Je voulais absolument faire un jeu qui me ressemble. Un jeu en forme d'hommage à Metal Black. Border Down propose aussi bien d'autres choses comme le système très original de niveaux parallèles. À chaque vie perdue, le joueur descend d'un grade, le forçant à prendre une autre route, augmentant la difficulté au passage. Pour faire ce jeu, j'ai recherché des sponsors pendant 1 an. Et j'en ai pas trouvé.
choix. Il a fallu le développer avec notre propre argent. Pour réunir les fonds, il nous a fallu un peu plus d'1 an. Ce jeu était tellement important pour nous qu'on était prêt à perdre notre boîte, du moment qu'on arrivait à le terminer. Heureusement, Greff a survécu et a continué sa route. Son titre suivant est peut-être le plus original et le plus intéressant de tous. On est à mi-chemin entre un shooting et un jeu de combat. On se demandait ce que ça pourrait donner un combat de shooting. C'est un concept simple, mais qui a permis de faire quelque chose d'assez intéressant. Quand on a la barre de vie presque vide, on peut passer en boss mode. Et on se transforme en énorme boss final pour envoyer des tas d'attaques surpuissantes sur l'adversaire. Dernier jeu en date du studio, Under Defeat, un titre beaucoup plus classique mais très bien fait et très rafraîchissant. Les 2 personnes de chez nous qui avaient bossé sur Gradius 5 étaient libres. Et je leur ai demandé si elles avaient envie de refaire un truc ensemble. Et voilà, après ça a commencé. On voit les arbres bouger quand on passe dessus. Et la fumée se disperse quand l'hélico s'approche. On a mis des tonnes de petits détails comme ça. Je suis persuadé qu'on reverra un jeu des shootings qui seront des méga hits. Les tendances s'en vont et reviennent. Même si le shooting est passé de mode aujourd'hui, ça reviendra forcément un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'un bon shooting? Vaste question. Pour moi, il faut un juste équilibre entre les patterns de balles et le freestyle. Il faut que le joueur puisse réagir en temps réel à une situation imprévue et qu'il puisse également apprendre comment franchir certains passages. Dans un bon shooting, on tire, on détruit l'ennemi et il disparaît dans une bonne explosion. Ouais, c'est ça qui est bon. Ça peut sembler évident comme ça, mais c'est ça, un bon shooting pour moi. C'est très dur de courir un marathon. C'est très dur de gravir une montagne. Un shooting, c'est au moins aussi difficile. Et même si ça se passe dans un monde virtuel, les efforts qu'on fait sont bien réels. C'est aussi le plaisir de ressentir une tension extrême. C'est ça, le shooting game pour moi.